tous, salut et bienvenue dans ce live Instagram. Alors c'est censé être l'été, mais visiblement c'est l'hiver. On est en plein mois de juillet et donc voilà. Donc dans ce live, on va parler de plein de choses et notamment de mixage. On va revoir un petit peu les bases, donc ça va peut-être être un peu moins technique que les autres lives que j'avais fait précédemment. Mais avant de parler de ça, je vais d'abord vous parler de Piotr Paluch, qui est un musicien de jazz belge et qui a lancé une forme de site internet qui fait du coaching d'artistes et qui s'appelle Abyssin Productions. Et on a fait une interview croisée il y a quelques semaines et il vient de sortir l'interview qu'il avait fait de moi. Et donc je vous invite, je l'ai épinglé sur mon profil. Là c'est un short qui est sur le profil Instagram, et vous pouvez aller sur son YouTube. Vous aurez la vidéo en intégrale. On a parlé de plein de choses, notamment de la production et de l'importance des arrangements et d'avoir une bonne production, du fait que le mixage ne résolvait pas tout et encore moins le mastering. Et donc j'en profite comme introduction à ce live sur le mixage pour parler de cette vidéo, parce que je trouve que il y a plein de choses qui sont intéressantes dans cette interview que lui a faite de moi, et dans l'interview que moi j'avais fait de lui aussi, on a parlé de pas mal de choses sur la production et les arrangements notamment. Voilà. Alors que dire d'autre? Oui, j'ai aussi été tourner une vidéo d'Alan Ward, qui est un des maîtres du mastering en Belgique, avec son studio Electric City. Cette interview est presque terminée, donc il reste encore 2-3 trucs à terminer, mais normalement on devrait sortir d'ici maximum 2 semaines. De toute façon, je ferai une story et je ferai aussi un des reels avec des extraits. Je pense que la vidéo sera en intégrale sur YouTube, pas sur Instagram, parce que pour plein de raisons, parce que c'est plus visuel et par rapport à l'interview, c'est plus confortable de la regarder sur YouTube, aussi par rapport à la longueur de la vidéo, parce que elle fait quand même 1h15, et donc sur Instagram avec les shorts c'est un petit peu compliqué, enfin avec les reels c'est un peu compliqué, même avec les vidéos normales c'est un peu compliqué de mettre des vidéos si longues, donc voilà. Mais il y aura en tout cas des extraits sur la chaîne Insta, et pour l'intégrale ce sera sur YouTube. Et donc voilà, donc il a parlé de plein de choses dans cette vidéo, notamment de son parcours. C'est un ingé son qui a commencé dans les années 60. Il a commencé en tant que musicien, il a été d'abord T-boy comme il explique, puis d'abord assistant, et puis il a commencé à devenir ingénieur. Il explique un peu aussi les différentes avancées technologiques et comment ça a changé son métier, et comment il est arrivé au mastering, comment les débuts du mastering se sont formés, et voilà. Et donc il explique tout ça. Et ça a également été un chanteur et un musicien. Il a eu un groupe qui s'appelait Jetboy, enfin qui s'appelait pas Jetboy, Jetgirl, mais Elton Motello, et qui ont fait le morceau assez connu qui s'appelle Jetboy, Jetgirl, qui est en fait la version anglaise de Ça plane pour moi. Et donc il raconte un peu toute la genèse de ce morceau et comment ça a été créé, comment ce morceau a commencé à faire un buzz. Et voilà, donc je vous invite à aller voir cette vidéo dès qu'elle sera en ligne. Il parle notamment aussi de Spotify, et il ne mâche pas ses mots, et notamment de est-ce qu'il faut-il, oui ou non, mixer à moins 14 dB l'UFS. Et voilà, je pense que la réponse va être assez étonnante, et pas du tout dans le sens de tout ce qu'on entend sur le net, et notamment de tout ce que les ingé-sons américains peuvent raconter sur la question. Voilà. Alors, que dire d'autre à part ça? Oui, alors jusqu'au 12 juillet, à partir d'aujourd'hui jusqu'au 12 juillet, il y a une promo sur le site pour tous les services du mix. Donc pour rappel, je m'appelle François de Scraver, je suis ingé son depuis plus de 20 ans,
et Live et Studio. Et donc j'ai lancé un site internet qui s'appelle The Color Studio. Les liens sont dans la bio Instagram. Et je propose des services de coaching, de mixage, que ce soit en vidéo ou par email ou en vidéoconférence. Et je propose aussi des services de mixage normaux et de mastering. Voilà. Et donc tout est avec 40% de réduction jusqu'au 12 juillet avec le code SUMMER. Tout est indiqué de toute façon dans la story que je ferai juste après ce live avec les codes, le code, comme ça vous verrez ça écrit. Et voilà. Alors, que dire d'autre Ben voilà, je pense qu'on peut attaquer le vif du sujet. Le mix, qu'est-ce que c'est? Alors on va commencer par la base, donc le mix, et c'est pour ça que c'est aussi intéressant de regarder cette vidéo d'Alan Ward, parce que au départ le mix c'était un truc assez, et il en parle assez bien, c'était un truc assez simple en fait, qui durait maximum 1 heure par morceau, parce qu'il y avait que maximum 8 à 16 pistes, et donc les choses étaient assez simples, on n'était pas à un niveau auquel on est maintenant d'avancée technologique et de pistes, mais il y avait quand même un avantage à tout ça, c'est que il y avait un côté, il n'y avait pas d'automation non plus, et donc il y avait un côté, il fallait aller à l'essentiel. Et comme il explique très bien dans cette vidéo, les mix se faisaient en live, et parfois il y avait des choses qui rataient, et parfois on montait plusieurs mix ensemble parce que chaque passage n'était pas le même, et voilà. Et bon, les choses ont évolué, la technologie a évolué, et pour plein de choses c'est super, mais pour plein d'autres choses ça peut être un labyrinthe dans lequel on peut se perdre. Et c'est pour ça que c'est important de parfois revenir à l'essentiel, et une des choses importantes que tous les mixeurs qui ont plein de Grammy Awards disent, et qui peut paraître basique, vraiment très basique, et aujourd'hui on va parler de trucs basiques qui sont pas très sexy, mais qui sont hyper importants en fait, et qui sont l'essentiel du mix. Et donc une des premières choses à faire avant de commencer à mettre un plugin, avant même de commencer à compresser, égaliser ou faire quoi que ce soit d'autre, que font tous les grands ingénieurs du son, c'est de faire une balance, et donc de mettre tous ces faders à zéro, peu importe qu'ils soient virtuels ou réels, et de commencer à monter piste par piste les tracks, et de faire une balance basique avec juste les volumes et les pannes. Et pourquoi cette balance est importante? Parce que en fait c'est la base du mix, c'est comme ça qu'on mixait dans les années 60, et pour plein de choses, il faut savoir, il y a un truc essentiel à savoir, c'est que comme la lumière, le son est dépendant de l'intensité. Et donc, par exemple, en lumière, on voit que plus moins il y a de lumière, moins on distingue les couleurs. Et donc c'est typiquement ce qu'on utilise pour faire une nuit américaine. On atténue très fort et on met des couleurs sombres pour faire croire que c'est la nuit. Et en mix c'est pareil, c'est-à-dire que plus on va diminuer les instruments, et plus notre perception de ces instruments vont changer. Et donc c'est pour ça que c'est important de commencer par faire une balance de volume. Parce que si on met un truc fort et qu'on met un truc faible, on va pas après l'égaliser de la même manière. Et donc, voilà, c'est pour ça que c'est important de commencer par faire une balance. Et plus important même encore, faire un bounce de cette balance. Et utiliser ça comme point de départ. Tous les mix que je fais, je commence toujours par ça, et surtout si c'est des mix qui sont pas mes mix à moi, je commence toujours par mettre toutes les pistes, faire cette balance et l'enregistrer. Et ça me sert de point de référence, parce que je sais, ok, ça c'était ce que j'ai reçu. Déjà, ça me permet de voir si les tracks sont bien calés ou pas, parce que parfois ça peut arriver, comme j'ai eu le cas pour plein de mix, qu'il y ait plein de choses qui soient pas calées, et que ce soit au moment de commencer le mix qu'on s'en rend compte. Et c'est pour ça aussi que c'est important, quand on travaille avec un ingénieur du son, on en parlait hier avec Peter de chez Ecus Mastering. J'en reparlerai à la fin, mais
Ce qu'on disait, c'est qu'en gros, il n'y a plus de filtre aujourd'hui, et parce que tout le monde fait son truc dans sa cave, et c'est finalement la dernière étape où on commence à avoir quelqu'un qui d'extérieur qui émet un avis, c'est au mastering. Sauf que souvent au mastering, c'est trop tard pour pouvoir changer radicalement les choses. Et donc c'était une des choses dont on discutait avec Peter hier, et qui le frustre énormément, c'est-à-dire que souvent il reçoit des choses qui devraient être mieux mixées ou qui demanderaient d'être mixées dans un vrai studio. Et pour plein de raisons, aujourd'hui, c'est pas le cas. Et donc lui se retrouve à rattraper des trucs au mastering, mais il peut pas tout rattraper non plus. Le mastering, ça doit être vraiment la dernière couche de vernis sur un meuble laqué. Et c'est pas là qu'on va commencer à mettre la teinte ou ce genre de choses-là. Ça doit se faire avant. Donc pour en revenir au mix, la première étape, c'est de faire une balance. Même si pour une raison ou pour une autre, vous avez déjà fait un espèce de prémix déjà avant, c'est bien de repartir de zéro et de faire une nouvelle session avant de commencer le mix. Et d'appeler cette version mix 0 ou mix 1, peu importe, et de repartir et en remettant la balance tout à zéro et de remonter les choses une par une pour avoir un regard déjà plus neutre. Et c'est pour ça que parfois c'est bien, avant d'attaquer le mix, de fixer les choses en fait, de faire des choix, de dire ok, cette disto sur le synthé, je vais la garder, donc je bounce la track, je la laisse pas en plugin. Pour plein de raisons. Déjà, plus on va bouncer des tracks, moins on va avoir de problèmes de processing pour attaquer le mix. On va pas se retrouver avec des instruments virtuels qui tournent, avec plein de plugins qui tournent pour faire le son. En fait, à un moment, il faut, et surtout quand on fait de la prod, que ce soit électro, rap ou peu importe, mais on travaille beaucoup avec des instruments virtuels, c'est hyper important de fixer les choses et de se dire ok, ce son-là, je vais le garder tel quel et je le fixe, et de faire ça avant d'attaquer l'étape de mix. C'est important de se dire que le mix est une étape en soi. Il y a la prod, il y a l'enregistrement et il y a le mix. Et au moment, avant d'attaquer cette étape qui est le mixage, peu importe qu'on fasse des prods pour soi, peu importe qu'on fasse des prods pour les autres, ça change rien. Avant d'attaquer le mixage, ce qui est important, c'est de se dire, ok, maintenant, qu'est-ce que je fixe? Qu'est-ce que je burn, comme on dit en vidéo? Quand on burn les sous-titres dans la vidéo, ça veut dire qu'on les grave, qu'on les brûle dans la vidéo et qu'on sait plus les enlever. À un moment, il faut burner des pistes. Il faut dire, ok, cette reverb, je vais la garder. Ou, enfin, la reverb, c'est peut-être pas la meilleure idée, mais par exemple, ce delay, cette distorsion, cette EQ, je vais la garder. Donc, je l'enregistre tel quel. Et après ça, même à la limite, je fais une nouvelle session avec toutes mes pistes comme je les veux et comme avec les plugins que je voulais garder et que j'ai bouncé, et je commence ma session de mix avec tous ces trucs déjà faits et mis. Ça permet d'être beaucoup plus concentré sur le mix, ça permet d'éviter de vouloir de déjà se mettre en position de ok, je vais terminer ce morceau, et d'avoir un focus sur se dire ok, qu'est-ce que je veux vraiment garder, et de se mettre un peu une deadline par rapport au fait de terminer le morceau, et rien que le fait de faire ça, on perçoit les choses complètement différemment. Plus on arrive proche de la fin d'un morceau, plus on devient attentif à des détails auxquels on ne pensait même pas, ou qu'on n'avait même pas, auxquels on n'avait même pas prêté attention avant. Donc c'est hyper important d'avoir ce moment avant de faire un mix, de remettre tout à plat, et même de changer de session, et d'avoir ce moment où on remet tout à plat. Alors, après, évidemment, on peut mettre des égalisations, on peut optimiser les choses, mais au moins on a un point de repère. Une fois qu'on a fait cette mise à plat et qu'on l'a enregistré, on a un point de repère. Et donc, c'est une référence. Et c'est important quand on mixe d'avoir des références. Parce que ça permet... Le mix, on peut vraiment se perdre dans un mix pour plusieurs raisons. Premièrement parce que notre oreille et surtout notre cerveau se fatigue à force d'écouter et réécouter les mêmes choses, et donc on perd ce que j'appelle la perspective, et c'est pour ça que par exemple moi j'aime pas mixer trop près de mes baffles en fait, et c'est pour ça que j'ai la chance d'avoir une pièce où j'ai suffisamment de recul, et j'aime pas non plus mixer au casque pour cette raison-là. C'est parce que je trouve que en mixant près et trop dans les baffles ou carrément au casque,
on perd la perspective de la musique. Parce que personne n'écoute de la musique tout près, à part quand on l'écoute au casque. Et c'est vrai qu'il y a une grande partie des gens qui écoutent au casque, et donc c'est toujours important de bien, à un moment, pendant le mix, d'écouter au casque. Mais globalement, les gens écoutent la musique plutôt de loin. Et donc je trouve que quand on mixe de loin, on a une perspective qui est différente. On est plus dans la globalité que sur le détail. Et parfois, à force d'être omnubilé par les détails, on en oublie l'essentiel. Et dans un mix, c'est important de garder le plus longtemps possible cette perspective et de garder cette vue d'ensemble. Ce qui nous amène à l'écoute et ce qui nous amène à la pièce. Donc l'écoute et la pièce, et d'abord les haut-parleurs, mais la pièce et les haut-parleurs, ça forme un tout. Pareil, je vous invite à aller voir cette vidéo dès qu'elle sera sortie sur Alan Ward, parce qu'on a parlé beaucoup de ça. Lui, évidemment, il est dans le top du top, c'est-à-dire qu'il a une pièce insonorisée dont l'acoustique a été pensée, de cette pièce a été pensée pour les baffles. Évidemment, il a des baffles à 50 000 €, mais en plus de ça, la pièce a été pensée pour ces baffles-là. Et donc, il est vraiment dans ce qui est le top du top de l'écoute, parce que non seulement il a des baffles hyper précis, mais en plus, il a une pièce qui rend ces baffles totalement... qui permet d'entendre parfaitement ces baffles. Et donc, cette écoute est parfois très difficile. Moi, plusieurs fois, on n'a pas l'habitude de ça, ça peut être vraiment même agressif, en fait. Et souvent, on déprime quand on arrive là, parce qu'on se dit qu'on a envie de tout changer, parce que le médium est tellement précis et tellement clair que ça en devient presque agressif, en fait. Mais voilà... eux sont là pour écouter les problèmes, pour distinguer au maximum les problèmes, et pour les fixer. Et donc, c'est important, à l'étape du mastering, de pas tout foutre en l'air. Et donc, il faut une écoute hyper précise. Et il faut entendre les problèmes clairement, s'il y en a, pour pouvoir les régler, quoi. Et donc, ce qui nous amène à la pièce et l'écoute dans la pièce. Donc, c'est bien d'avoir des bons haut-parleurs, mais si on est dans une pièce pourrie, eh ben, ça ne sert à rien. Il vaut mieux avoir des haut-parleurs à 500 €, mais avoir fait un minimum de traitement acoustique dans sa pièce, que d'avoir des haut-parleurs à 3000 €, avec, comme je vois parfois dans certains studios ou certains studios Instagram, une paire de baffles à 3000 € avec juste derrière une fenêtre et des fenêtres partout. Alors ouais, c'est super, le mec il a la vue sur LA, mais en fait, il a des fenêtres partout, donc ça résonne à mort et ça pourrit complètement son mix. Alors peut-être qu'il fait juste que composer dans cette pièce est ok, mais s'il doit mixer là-dedans, ça va être un cauchemar. Donc voilà. Et une des bases, pourquoi je parle des fenêtres et pourquoi je parle de ça, c'est au moins le truc basique qu'on peut faire pour déjà améliorer ne fût-ce que de 30% sa pièce, même si c'est une pièce vraiment pourrie. Et Dieu sait que les petites pièces et les pièces carrées en général ou rectangulaires sont vraiment pourries parce que les murs sont parallèles et au niveau acoustique, le fait d'avoir des murs parallèles, c'est vraiment pas un bon plan. Et le fait d'avoir des petites pièces, ce qui est le cas de la plupart des home studistes, eh ben c'est vraiment pas un bon plan non plus. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Déjà, en avoir conscience. Donc déjà savoir que quand on est dans une pièce carrée qui fait moins de 20 mètres carrés, déjà ça pue. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des modes propres et des fréquences, en général 3 ou 4 fréquences, enfin 3 fréquences plutôt, qui vont être des fréquences qui sont généralement placées dans les basses fréquences et qui vont être problématiques. Et il faut au moins calculer ces fréquences-là. C'est les fréquences qu'il y a entre les deux murs à gauche et à droite, les murs devant et derrière, et le plancher et le plafond. Typiquement, ça peut être 50, 100 et 150 Hz. Généralement, c'est des multiples, mais pas toujours. Ça dépend de la pièce. Si la pièce est plus rectangulaire, il y aura moins. Ce sera différent. Mais donc, c'est important il y a plein, si vous tapez mode propre,
Il y a plein de calculateurs. Vous tapez, vous mesurez la distance entre les murs, les longueurs, largeur et hauteur, et vous tapez ça dans le calculateur et il va vous sortir les fréquences qui posent problème. Et ces fréquences-là sont toujours plus ou moins dans les basses fréquences parce que voilà, en fonction de la taille de la pièce, ça tombe toujours plus ou moins entre la première fréquence est entre 40 et 60 et puis c'est entre 100 et 120 et ainsi de suite. Et donc c'est hyper important parce qu'en fait c'est le bas du spectre et c'est là que tout se met. Et donc si à l'endroit où vous mixez vous avez plus 15 dB à 50 Hz, il y a de fortes chances que dans le mix, vous enleviez un maximum de basses fréquences parce que ce sera too much en fait. Il y aura trop de basses fréquences. Ou à l'inverse, si à l'endroit où tu mixes, il y a moins 15 dB, ben, tu vas avoir envie de rajouter des basses fréquences alors qu'en fait, tu es juste en train de compenser les défauts de ta pièce. Et donc, c'est pour ça que c'est important de travailler l'acoustique de sa pièce pour essayer de minimiser au maximum les défauts de la pièce. Et les défauts d'une pièce, c'est quoi ? Bah, c'est d'accentuer des fréquences. Genre d'accentuer le 150 Hz ou d'accentuer le 200 Hz et de se retrouver à l'endroit où on mixe avec plus 10 dB à 200 Hz ou plus 15 dB à 100 ou 120 Hz. Ça veut dire qu'on a une écoute complètement faussée. Parce que ça veut dire qu'on a beaucoup trop de basses, donc on va avoir soit envie de rajouter des aigus, soit envie d'enlever des basses. Et donc on est parti, on n'est pas en train de mixer à ce moment-là, on compense la pièce. C'est ce qu'on fait quand on fait un concert. Avec l'égaliseur graphique qui est sur le master, on écoute la pièce avec des morceaux de référence qu'on connaît très bien, on écoute la pièce la salle dans laquelle il va y avoir le concert et on enlève tout ce qui est moche et qui sonne pas convenablement. Mais là ça va parce qu'on va se retrouver avec une audience qui va écouter la même chose que nous plus ou moins et donc on sera tous en train de vivre la même expérience. Mais quand on est en train de mixer un morceau, on vit une expérience et on doit transmettre au mieux cette expérience à plein d'autres gens qui n'ont pas la même écoute que nous, qui vont écouter ça sur des trucs comme ceci ou sur un téléphone. Et cette expérience-là, il faut qu'elle se traduise au mieux. Et donc, pour ça, il faut que notre écoute soit la plus flat et la plus neutre possible, qu'il n'y ait pas de boss, et que s'il y a des boss, on en ait en tout cas conscience et qu'on sache quels sont les défauts de notre pièce. Parce qu'à ce moment-là, quand on sera en train d'égaliser la basse et de rajouter à fond des basses à 150 Hz, qu'on sait que c'est une fréquence qui pose problème dans notre pièce, ben on va peut-être se dire, oula, là je suis en train de compenser ma pièce, donc je vais y aller mollo, et je vais plutôt utiliser un analyseur graphique. Et donc par exemple, si on passe sur mon programme ici, par exemple avec ceci, le AB de chez Adapter, eh ben on a ici Spectrum qui permet de analyser. Donc si par exemple on regarde une référence. Je vais y arriver. On a ici le spectre qui de la référence ou de son mix. Donc A, c'est le mix qui est en cours. B, c'est la référence. Bon, ici, c'est les mêmes morceaux, donc il n'y a pas de différence. Mais si par exemple on prend ce morceau-là par rapport à ce morceau-là, et on peut même faire ce qu'ils appellent un layer pour pouvoir voir les deux courbes ensemble. Et donc ça permet de voir le contenu fréquentiel d'une piste. Et donc par exemple si on est en train de mixer et qu'on s'aperçoit on sait qu'on a un problème dans cette zone-ci, par exemple à 111, 110 Hz, et qu'on est en train d'augmenter à fond, eh ben on peut comparer sa référence, la référence qui est dans cette zone, la comparer on peut comparer ce mix avec sa référence et voir si dans la référence qu'on a, si le niveau de la basse est
plus ou moins le même ou s'il est radicalement différent. Si ici on voit qu'on est à moins 12 par exemple à 70 Hz, plus ou moins, et que dans notre mix on est ici à, je sais pas moi, qu'on est par exemple ici à 8 dB ou plus 10 dB, eh ben on sait qu'il y a un problème. Et donc c'est pour ça que le fait de bien connaître les défauts de sa pièce, ça permet à un moment, même si on ne peut pas les entendre ou on les entend pas bien, ça permet de visuellement voir si on est à côté de la plaque ou pas. Et donc c'est pour ça que ce genre d'outil qui coûte assez cher malheureusement, mais qui est quand même vraiment bien pratique, c'est hyper important quand on mixe, surtout si on a une mauvaise écoute, parce que ça permet de voir avec une référence, de voir où on en est et qu'est-ce qui se passe réellement. Est-ce qu'on est vraiment à côté de la plaque? Ça permet de mesurer le niveau de loudness, ça permet de mesurer la dynamique, de comparer cette dynamique, la dynamique de notre track avec la dynamique, avec la référence. Et donc voilà, et donc ça permet d'avoir plein d'informations, ça permet de savoir aussi au niveau LUFS où on en est. Bon, ici évidemment on est sur des morceaux masterisés, donc ça tape un peu. Mais voilà, en tout cas, voilà, c'est hyper important, surtout si on a une mauvaise écoute, d'avoir ce genre d'instrument à sa disposition, parce que ça va vraiment aider à savoir où on en est et à pouvoir mesurer de manière factuelle et pas juste par rapport au ressenti, de voir si on est en train de faire des conneries entre guillemets ou pas. Il y a un autre instrument qui est assez utile, qui est ici le Streamliner de chez Adapter, qui lui, on n'a pas de vision de fréquence, mais lui par contre, ce qui permet de faire, c'est d'avoir des indications de loudness, de dynamic range, de true peak, et il permet aussi d'écouter à travers le codec, par exemple de Spotify, mais aussi d'Apple Music, de YouTube, et de voir, enfin d'entendre non seulement comment le mix va se traduire avec la compression Spotify et avec la compression MP3 Spotify, et de voir si on va avoir de la distorsion ou pas, et de voir aussi au niveau à quel niveau va sonner la track en étant réduit au niveau moins 14 dB LUFS de Spotify. Donc tous ces instruments-là sont hyper intéressants. Ici on a le loudness meter basique de chez Logic Audio, mais ils ont aussi un autre meter, par exemple ici le multimeter, qui a un analyseur de spectre et donc qui permet de voir où on en est. On peut d'ailleurs faire mettre un truc hold qui permet de voir le niveau avec un petit retard qui permet de voir le niveau des fréquences. Donc voilà, c'est ce genre d'outil est hyper pratique. Là, en plus, il est en natif. Il y a aussi un indicateur de phase, par exemple. Il est en natif sur Logic Audio, mais même sur d'autres programmes, il y a ce genre de plugin. Mais en tout cas, ça vaut vraiment la peine d'investir là-dedans, parce que si vous en avez pas, parce que c'est vraiment quand on mixe, c'est vraiment hyper important en fait. Et aussi, ce qu'il y a de bien, c'est que ce genre de plugin permet de comparer en AB directement. On peut directement écouter et voir auditivement ce qui se passe, la différence de niveau avec là où les références qu'on a. Et donc ça, c'est aussi hyper pratique, parce que parfois, c'est pas toujours évident déjà, si on écoute pas à travers Spotify, les niveaux sont pas les mêmes, et donc c'est compliqué de comparer les tracks. Et donc c'est bien de télécharger un fichier MP3, de mettre ce fichier MP3 dans ce genre de plugin, et du coup, ou un fichier web, encore mieux, mais au moins comme ça on a les vrais niveaux de la track, et on n'est pas faussé par le streaming et par l'algorithme de streaming de Spotify. Donc voilà, donc hyper important, avoir des tracks de référence et surtout avoir un outil qui permet d'analyser
cette référence par rapport à son mix, et si possible avec zéro latence, et si possible en permettant aussi d'adapter le niveau, parce que si on compare une track qui est masterisée par rapport à une track qui n'est pas masterisée, il y aura forcément une différence de niveau, et comme on sait, pour le cerveau humain, plus fort égale mieux, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc quand on compare des choses, et quand on compare sa track à un morceau de référence, il faut adapter les niveaux, sinon on est floué par le niveau, et c'est pas parce qu'une track va très très fort que forcément elle sonne bien en fait. Et c'est encore une discussion qu'on a eue hier avec Peter de chez QS Mastering, c'est que parfois il est effaré par des tracks qu'il reçoit qui distorsionnent en fait, et qui doit masteriser, mais qui distorsionnent à la base tellement elles vont fort en fait. Et voilà, il m'avait fait écouter à l'époque un morceau de Madonna qui, sur ses écoutes, était atroce à écouter tellement il y avait de la distorsion. Ils avaient mis un clipper à fond pour essayer de gagner du niveau au maximum, mais c'était juste abominable en fait. Et surtout qu'en plus, donc déjà le master était à la base tellement fort et saturé et compressé au possible, mais en plus quand ça passe encore à la moulinette de la radio, où il y a encore un compresseur limiteur derrière qui ça devient absolument abominable à écouter quoi. Et personnellement, c'est une des raisons pour lesquelles j'écoute pas la radio, c'est que le son est absolument atroce en fait, tellement le truc est limité dans tous les sens, et à un moment ça devient juste presque de la distorsion en fait. Voilà, bon, pour en revenir en tout cas à la pièce d'écoute et aux écoutes, donc ce qui est important, si vous avez un budget de 1000 €, 500 € dans les traitements acoustiques, c'est rien de très compliqué en fait, il y a plein de vidéos qui vous expliquent comment faire ça. Ici il y a 10 cm d'air, 10 cm de lame de roche et un cadre en bois avec un joli tissu devant pour éviter de respirer la lame de roche. Et honnêtement, avec 500 €, vous pouvez faire une pièce comme ici. Et le plus important, c'est déjà d'avoir ce qu'on appelle une dead zone derrière les baffles, c'est-à-dire au moins absorber le son qui est derrière les baffles. Et donc faire une dead zone autour des baffles, donc au-dessus sur le plafond, mais derrière et sur le côté, rien que ça, déjà, ça permet de limiter vraiment beaucoup les réflexions et de déjà entendre beaucoup mieux ces baffles et d'avoir une écoute beaucoup plus précise, parce que plus on a une écoute précise, mieux on va entendre les reverbs, mieux on va entendre le positionnement gauche-droite, mieux on va entendre de nuances dans le mix qu'on est en train de faire. Et donc, ça va éviter. Moins on entend des nuances, plus on va y aller à la grosse louche. Et après, quand on va arriver au mastering avec un mec comme Peter qui entend ça sur ses super baffles, ça va être juste atroce. Et donc, au mieux, il va vous demander de retravailler le mix. Mais le truc, c'est que si à un moment t'entends pas le truc chez toi, ce sera impossible de retravailler le mix. Et donc, c'est pour ça que la base, c'est vraiment l'écoute, en fait. C'est dans des bonnes conditions d'écoute. Donc, pas avoir des fenêtres derrière ses baffles, pas avoir des fenêtres devant ses baffles, et minimiser au maximum les fenêtres, mais aussi essayer de rendre la pièce la plus neutre possible, et éventuellement même mesurer la pièce. Il y a des micros de mesure qui coûtent 100 balles ou 150 balles, qui sont tout à fait bien, et il y a des programmes comme Row qui sont quasiment gratuits, et avec une bête carte son et un micro, on peut mesurer sa pièce et avoir déjà au moins une idée du spectre de sa pièce, de savoir, on peut mesurer le temps de réverbération, on peut mesurer le contenu fréquentiel de la pièce et savoir où il y a des problèmes. Et déjà, ne fût-ce que faire ça, c'est hyper intéressant. Alors ça peut paraître geek pour certaines personnes, mais il y a des milliards de tutos là-dessus, en français, en anglais, et c'est pas si compliqué que ça, et franchement, ça vaut la peine, quoi. Ça vaut la peine de passer une ou deux journées là-dessus, ça vaut la peine de passer une semaine sur l'acoustique de sa pièce, parce que c'est des heures de gagner, et surtout ça va vous éviter des milliards d'emmerdes et des milliards de désillusions par rapport à vos mix en fait. Donc à un moment il vaut mieux mettre les mains dans le cambouis une bonne fois pour toutes, faire sa pièce convenablement, et après ça permet d'être rassuré par rapport à ce qu'on fait, et ça permet de ne pas tout d'un coup aller écouter son mix ailleurs, sur une autre chaîne hi-fi ou dans une bagnole, et tout d'un coup se rendre compte qu'il y a 10 fois trop de basse ou 10 fois trop d'aigu ou l'inverse. Donc voilà. Donc voilà pour la pièce d'écoute. Ça m'amène à
pourquoi travailler avec un ingénieur du son et pourquoi ça peut être intéressant et important. Je sais que c'est toujours un budget, mais il vaut mieux sortir, et on en discutait encore hier avec Peter, mais il vaut mieux sortir une track bien tous les 6 mois qu'en sortir une toutes les semaines ou tous les mois qui sonne à chier. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein de tracks qui sortent sur Spotify, il y en a je sais plus combien par jour, mais presque 10 000 par jour, même plus. Donc à un moment, si on ne fait pas du travail de qualité, on sortira jamais du lot. Et c'est aussi une discussion qu'on a eue avec Piotr Paluch dans l'interview que j'ai fait avec lui. On a parlé beaucoup de ça. Mieux vaut y aller mollo, prendre le temps de faire les choses et sortir les choses quand elles sont prêtes, la chanson quand elle est prête, et avoir du contenu de qualité plutôt qu'avoir de la quantité et avoir du contenu qui est pas bien ou pas au niveau. Ça ne sert à rien. Mais vraiment à rien, c'est du temps perdu et voilà, je sais bien qu'il faut garder une actualité par rapport aux projets musicaux, la promo, tout ça, je comprends très bien, mais à un moment, si vous voulez sortir du lot, vaut mieux faire peu mais bien que beaucoup et pourri. Donc, ça nous amène au fait de travailler avec un ingénieur du son. Souvent, ça permet plusieurs choses. En dehors du matériel, en dehors même de tout ça, la première chose qui est importante quand on travaille avec un ingénieur du son, c'est que déjà, il va avoir un feedback sur votre enregistrement, sur ton enregistrement et sur ce qui a été... sur la production en général. Plusieurs fois, j'ai déjà reçu des mix et où j'ai dit à la personne et au client, j'ai dit non, avant que je puisse commencer à mixer, il faut que tu règles ça et ça. Et donc, si moi j'ai reçu ces mix, enfin ces morceaux qui étaient censés être mixés ou prêts à mixer, alors qu'il ne l'était pas, ça veut dire que c'est moi qui joue le rôle de filtre. Mais ça veut dire aussi que la personne qui m'envoie ces mix ne l'avait pas entendu. Si elle ne l'avait pas entendu, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que soit elle a une écoute qui est pas bonne, et donc, si déjà elle n'entend pas le fait que les choses sont pas en place, je vois pas comment elle va commencer à pouvoir mixer. Et ensuite, même si elle a une bonne écoute, si elle l'a pas entendu, ça veut dire elle manque de recul par rapport au morceau parce qu'elle a trop entendu ce morceau de cette manière-là et elle s'est habituée aux erreurs. Et je me souviens d'une track qui était une track heavy metal hyper compliquée à mixer parce qu'il y avait 3 voix différentes, complètement différentes, hyper heavy metal avec plein d'instruments de tous les côtés et j'ai fait changer plein de choses avant même de commencer à mixer la track, parce que, en fait, j'allais pas pouvoir la mixer. Si tout est pas hyper calé dans le tempo, je peux pas mixer une track heavy metal qui doit être vraiment avec un niveau hyper fort. Et donc, encore une fois, c'est un truc dont on a discuté hier avec Peter Decus, c'est tous les morceaux ne peuvent pas aller au même niveau. Il y a des tracks qui vont naturellement pouvoir aller taper à moins 10, moins 8, moins 9, enfin, moins 8, moins 5, moins 6 dB l'UFS. Et des tracks qui pourront jamais, en fait. Et qui devront même pas, en fait. Et donc, il faut arrêter de vouloir avoir tous le même niveau, de vouloir aller toujours plus fort. Et à un moment, il faut regarder la track. Et pareil, Alan Ward aussi disait la même chose. Le niveau dépend de la track, dépend de ce que la track permet de faire et de ce que la track a besoin. Tous les morceaux n'ont pas besoin d'aller hyper fort. Tous les morceaux ne pourront pas aller à moins 5 dB l'UFS. Et donc, il faut s'adapter aux morceaux. Et parce qu'il y a un truc de base, un truc hyper important dont personne ne parle dans le mix, c'est que un bon mix, ça dépend avant tout d'un bon arrangement. Si l'arrangement n'a pas été fait convenablement, si les sons n'ont pas été pensés de la bonne manière, s'il n'y a pas eu un bon sound design derrière, jamais on arrivera à mixer un morceau fort et on arrivera à avoir du loudness pour un morceau. Donc en fait, la plupart du boulot se fait avant le mix. Les bonnes tracks qui sont bien produites, en général, il n'y a pas des milliards de choses à faire au niveau du mix et au niveau du mastering. Quand on commence à faire des milliards de choses au niveau du mix, et encore pire du mastering, c'est qu'il y a un problème avant. Et souvent, il vaut mieux le régler avant, parce que du coup, le résultat sera vraiment meilleur.
Donc, c'est un peu comme les travaux dans une maison. À un moment, s'il y a une fuite d'eau dans un mur, c'est pas la peine de commencer à les plafonner. Hein. Il vaut mieux dézinguer le mur, réparer la fuite d'eau et replafonner. Et là, on aura un truc convenable. Donc, voilà. Ce live, ça va pas être les trucs sexy, mais à un moment, c'est bien de les entendre, c'est bien de savoir que la base, c'est l'écoute, c'est la pièce, et que la base, c'est aussi les arrangements qu'on fixe pas au mix, et qu'il faut prendre des décisions dans la phase de production et des arrangements, parfois prendre des décisions radicales, et prendre des décisions en tout cas. Parce que sinon on tourne en rond et on ne finit jamais rien, et surtout aussi on se perd dans le processus, parce que c'est hyper facile de nos jours de se perdre dans le processus de production, de mix et même de mastering, parce que en fait le mastering moins, parce qu'en général on fait appel à un studio de mastering pour masteriser, et c'est à ce moment-là que c'est un peu la deadline et qu'on veut tout changer. Il me racontait encore hier, et je reviens toujours avec Peter, mais on a discuté de pas mal de choses, il me racontait qu'à des moments il reçoit des stems pour faire du mastering, et que le mec lui demande quasiment de faire un mixage sur une track électro, et lui dit ouais mais le kick pompe pas assez, la basse pompe pas assez avec le kick. Ouais, mais à un moment c'est le genre de truc qui se fait avec un sidechain au mix et pas au mastering. Et le mastering, ça doit être vraiment le sucre en poudre qu'on vient rajouter sur un gâteau, mais c'est pas là qu'on commence à couper les fruits et à cuire le truc. Donc le mastering, c'est la dernière étape, c'est le truc où on va venir mettre la track à niveau. S'il y a plusieurs tracks, on va avoir quelque chose d'homogène au niveau de l'album, au niveau des niveaux de l'album. On peut éventuellement fixer 2-3 trucs. Si la track est trop aiguë, si elle manque un peu de basse, on peut fixer des trucs. On peut même parfois sur des trucs un peu agressifs, des charlets ou des sibilances, on peut venir fixer des choses, et on vient surtout donner une couleur à un album ou à une track, mais on va pas venir tout fixer en fait. On va pas résoudre tous les problèmes de la terre d'un mix au mastering. Il faut arrêter avec ça, et il faut savoir que si la track est pas finie à 95% avant d'aller au mastering, c'est qu'il faut fixer les choses en amont, il faut refaire le mix ou même refaire la prod ou changer des choses dans la prod. Et une fois que tout ça est fait, une fois que le morceau est quasi bon à 95%, peut-être qu'il va pas assez fort, peut-être qu'il doit être un tout petit peu plus brillant, ou peut-être qu'il manque un peu de basse, mais globalement on est content qu'on a vérifié qu'il fonctionne sur plein de baffles et de supports différents et que tout le monde est content. À ce moment-là, le morceau est prêt à être masterisé, mais pas avant, et c'est pas la peine de dire on va fixer au mastering. Donc j'en reviens avec un dernier truc aussi qui est hyper important, c'est que ceci est hyper important en fait. Ce genre de baffle-là de merde est aussi important dans un studio qu'une écoute à 3000 ou 5000 euros ou même 15 000 euros. Ça c'est hyper important, parce que c'est important de passer au moins la moitié de son temps de mix là-dessus pour savoir comment ça va sonner sur ce genre de truc que tout le monde a, c'est-à-dire en mono, juste avec du médium. Ça coûte 30 balles ou 40 balles. C'est l'élément presque le plus important du studio, avec le sub qu'il y a dans ce studio et la paire de haut-parleurs. Et je passe la moitié de mon temps en mixage à osciller entre ça et les autres baffles. Donc, toutes ces choses-là sont hyper importantes. C'est hyper important quand on est dans la phase de mix de comparer son mix avec des références, avec des haut-parleurs moins bons, et pas de se dire ah oui non ça sonne pas trop bien là-dessus, je vais garder mes trucs qui sonnent bien chez moi. Non, ça sert à rien de faire ça, ça ne fonctionnera jamais. Ce qu'il faut, c'est se confronter à certains mix qui sonneront peut-être toujours mieux. Ouais, évidemment, les trucs américains sonnent hyper forts et hyper larges, et voilà, et comment ils font, et ceci et cela. Ben, comment ils font, déjà, ils font de la bonne prod, ça c'est sûr et certain, et ils savent faire de la prod les Américains, et voilà. Deuxième chose, ils travaillent avec, ils vont mixer dans des super studios, et oui, évidemment, ça aide, et avec des super ingé son. Et donc, oui, à un moment, ils font un super mastering, et à un moment, le truc déchire, mais même si on n'arrivera jamais avec son mix à ce niveau-là, c'est important de comparer avec des mix comme ça, parce que ça permet d'apprendre, ça permet de se situer par rapport à ces mix-là, de voir si on est vraiment très très loin, si on est
moyennement loin ou si on est relativement proche, et ça permet de voir où on en est en fait, et d'anticiper les problèmes et de voir ok où est le mix par rapport à ces super mix là. Et aussi le fait de comparer sur des petites enceintes, même si c'est moins flatteur, ça permet par exemple de voir si un kick qui est hyper dans les basses, s'il a suffisamment d'attaque pour pouvoir fonctionner dans un petit baffle, parce que souvent on se dit ah ouais le kick il a pas assez de basse, il est pas assez péchu, il manque de basse, mais souvent le problème est pas dans les basses, souvent le problème est dans l'attaque du kick, parce que un kick sur un bazar pareil, c'est pas parce qu'il va avoir 25 dB à 50 Hz qu'il va claquer là-dessus en fait. Hein. Jamais de la vie qu'il va claquer là-dessus, parce que là-dessus il y a pas de 50 Hz. Il y a même pas de 100 Hz en fait. Il y a peut-être ça commence peut-être à 200 Hz à tout casser. Donc tout ce qu'il y a en dessous, toutes les basses fréquences et le truc bien sympa qui fonctionne à mort avec un sub en studio, il n'existe pas là-dedans. Donc à un moment, si on veut que ça marche là-dedans, il faut de l'attaque. Il faut du médium en fait, il faut du 1000 Hz, il faut du 2000 Hz, il faut du 4000 Hz, il faut des trucs qui claquent là-dedans en fait. Il faut du 400 Hz, il faut des choses qui vont fonctionner avec ça en fait. Parce que ce qui va fonctionner avec ça fonctionnera aussi sur une télé, sur un ordi, sur plein d'autres choses en fait, sur un téléphone. Donc voilà, c'est hyper important de comparer avec des écoutes entre guillemets pourries au moment de la phase de mix. Et c'est tout aussi important que d'avoir une pièce qui sonne convenablement et qui est en adéquation avec ses baffles. Si vous n'avez pas de baffle par exemple et que vous devez faire le choix d'acheter une paire de haut-parleurs, mais que vous avez déjà traité la pièce, un truc qui est vraiment hyper important, c'est d'essayer les baffles en condition chez soi. Donc achetez une paire chez Thomann, essayez-la, vous avez jusqu'à 30 jours avant de la renvoyer, et essayez de mixer dessus, écoutez plein de morceaux, essayez de mixer dessus et d'entendre si ça convient à votre style de musique déjà de 1, à ce que vous aimez pour mixer. C'est hyper important d'essayer des baffles dans sa pièce avant d'être sûr de les acheter. Et d'ailleurs pour les gros studio de mastering comme Alan Ward où c'est 30 000 balles ou 40 000 balles d'investissement pour des haut-parleurs, c'est évident que l'importateur il va filer les baffles une fois que la pièce est faite pour l'écouter dans la pièce et voir si c'est ok avant de dire ok on achète. À un moment, c'est comme une bagnole, on va l'essayer avant de mettre 50 000 euros dedans. Donc, même si c'est pour une paire de haut-parleurs à 500 balles ou à 800 balles ou à 1000 balles, peu importe, à un moment, c'est bien de l'essayer dans sa pièce. Alors, je sais bien que c'est pas toujours évident, mais honnêtement, avec Thomann, il y a vraiment moyen de le faire et ça vaut vraiment la peine d'essayer, je pense, et d'en essayer même plusieurs pour voir ce qui fonctionne. Parce que si la pièce n'est pas forcément optimale, si l'acoustique de la pièce n'est pas forcément optimale, il y aura quand même des haut-parleurs qui fonctionneront mieux que d'autres, même dans une pièce qui est pas géniale. Et donc c'est hyper important de pouvoir essayer plusieurs choses et de voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Alors, dernière chose, par rapport au mix au casque, moi personnellement je suis pas fan, je sais qu'il y a plein d'ingé sons qui sont très bons et très connus et qui mixent au casque. Je pense que premièrement ils le font par question de facilité, par question de deadline, parce qu'à des moments ils sont pas toujours dans leur studio et que parfois il faut retoucher ou finaliser des trucs. Donc ça c'est la première chose. Moi, je pense que quand on est en train de mixer une track, je pense que c'est bien d'avoir 50% sur 100% de temps de mix. Je pense que c'est bien de passer 50% sur une bonne écoute, 30% sur une mauvaise écoute, même 40% sur une mauvaise écoute, ou une petite écoute comme ça. Et puis, ce qui reste, les 30 ou 20 derniers pourcents, au casque. Le casque, c'est bien pour écouter des détails qu'on n'aurait pas entendus au baffle à cause de la pièce. C'est bien parce que le son est toujours le même dans un casque. Et ça, c'est un truc hyper important. Par exemple, en live, il y a plein d'ingé sons qui se baladent avec leur casque et ils écoutent d'abord le son au casque et ils comparent le son de leur casque avec la pièce. Ça peut paraître un peu bizarre. Moi, je suis pas
totalement pour ce genre de truc, mais ça permet effectivement de se dire, de voir qu'est-ce qui doit être changé. En fait, la plupart des mixeurs live, ils ont une table de mixage avec un set déjà fait et ils vont pas commencer à tout changer en fait. Hein. Souvent même le groupe est même pas là quand ils font, pour certains trucs, le groupe est même pas là en fait pour le soundcheck. C'est juste l'ingé son qui a enregistré plusieurs concerts, qui fait play et qui lit les tracks dans une autre pièce et qui voit qu'est-ce qui a changé en fait. Et souvent il chipote juste à son égaliseur graphique qui est sur son master et c'est tout, et il change à rien d'autre, puisque par définition si son mix sonnait bien la veille et l'avant-veille, pourquoi est-ce qu'il devrait commencer à tout changer? Son mix sonne bien, c'est ok. Donc si ça sonne pas bien, c'est que c'est le son de la pièce qui est pas bien. Donc dans une salle de concert, on va pas commencer à foutre des bass traps partout et de la lame de roche partout. On utilisait un égaliseur graphique. Alors, évidemment, il y a plein de problèmes. Un égaliseur graphique, pourquoi on n'utilise pas ça en studio? Parce qu'en fait, ça déphase et parce que ça peut engendrer plein de problèmes. Mais même dans un studio, si il y a vraiment pas moyen de traiter la pièce et s'il y a vraiment pas moyen de régler les problèmes physiquement, mettre un bon égaliseur graphique numérique qui induit pas trop de latence et qui va pas induire trop de déphasage, ça peut être une solution aussi. Au moins pour avoir un truc un peu plus flat. C'est d'ailleurs ce qu'ils font avec les SonarWorks et ce genre de plugins où ils font une EQ flat pour compenser les défauts du casque, parce que le truc c'est que tous les casques, quels qu'ils soient, il y en a aucun qui sonne pareil et il y en a aucun qui a une référence. Donc il y en a qui sont plus flats que d'autres. Et qui sont plus neutres que d'autres, mais pour autant aucun n'est vraiment totalement neutre, et c'est pour ça que moi je pense que il y a toujours un moment quand on mixe, même au casque, c'est toujours bien d'écouter un moment sur des haut-parleurs, même sur une petite enceinte Bose ou ce genre de choses-là, parce que ça va permettre d'avoir une autre, de voir le mix sous un autre angle en fait. Et c'est pour ça que pour moi, à moins d'être vraiment hyper confident et d'avoir vraiment confiance dans sa manière de travailler, je pense que c'est très difficile de mixer que sur une seule écoute. Que ce soit le casque, que ce soit une bonne écoute ou que ce soit une petite écoute, je pense qu'il faut varier les écoutes. Au moins, parce que varier les écoutes, c'est varier les points de vue. Et varier les points de vue, c'est ce qui va se passer de toute façon quand vous allez envoyer le mix au client, ou que vous allez vous-même réécouter votre propre mix dans la bagnole ou sur la chaîne hi-fi du salon. Ça va être un autre point de vue. Et si le point de vue qu'on retrouve si la majorité des choses qu'on a mis en place au niveau du mix, au moins 85% des choses qu'on a mis en place au niveau du mix ne se traduisent pas bien sur d'autres haut-parleurs, c'est qu'il y a un problème, et c'est que l'écoute, c'est que notre écoute, l'écoute dans le studio est faussée. Et à partir de ce moment-là, c'est ça qu'il faut essayer de résoudre, plutôt que de commencer à s'acharner, à rajouter 36 000 plugins dans tous les sens. Et voilà, la base de la base, s'il faut vraiment investir 1 000 € dans un home studio, pensez à investir dans des bass traps ou du traitement acoustique, pas des mousses, parce que les mousses ça coûte hyper cher et c'est pas du tout efficace. Mieux vaut un bon pack de laine de roche, ça va coûter nettement moins cher, ça coûte 100, une centaine d'euros, alors que les mousses, des kits de mousse, ça peut coûter presque 1 500 € pour rien. Il vaut mieux garder ces 1000 balles pour acheter une bonne paire d'écoutes, investir 500 balles dans les murs, et là au moins il y aura un point de départ qui sera plus ou moins optimal pour commencer à faire un boulot de mix convenable et pour pouvoir avancer. Avant ça, c'est pas la peine de commencer à acheter les convertisseurs numériques à 2500 €. C'est pas la peine de commencer à acheter un Fusion SSL ou je ne sais quel compresseur à 3000 €. Ça ne sert à rien, parce que vous entendrez même pas en fait le boulot de ce matos-là. Ce qu'il faut, c'est l'écoute. Une bonne pièce et des bons haut-parleurs, et optimiser la pièce avec les haut-parleurs. Pour en revenir et pour terminer, parce que là je m'emballe un peu sur le mastering. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est le mastering? Vous irez voir la vidéo d'Alan Ward, il explique ça très bien. Au départ, le mastering, c'est un truc qui a commencé dans les années 90 en fait.
plus ou moins avec le CD, parce que déjà les budgets d'albums ont commencé à baisser à ce moment-là. Et donc il fallait rattraper des trucs un peu en last minute. Et aussi parce qu'on a commencé on a commencé à avoir beaucoup plus de tracks. On a commencé à avoir des studios plus précis. C'était le début des Pro Tools, des trucs comme ça, des débuts des consoles numériques et des choses comme ça. Et donc petit à petit, on a commencé à upscaler un peu, à aller plus loin dans les mix. L'automation était un truc qui était devenu de plus en plus répandu, même pour les home studios. Et donc le mastering, c'est venu un peu par là, par la force des choses. Et voilà. Aussi, au départ, le mastering n'existait pas vraiment. C'était un mastering qui était plus technique, qui était lié au fait de graver des vinyles. Sur un vinyle, on est obligé de limiter la place des basses fréquences parce que sinon le sillon est trop large, et donc on sait mettre que peu de temps de track. C'est pour ça que les versions Deluxe ont 4 vinyles. C'est pour pouvoir avoir un sillon plus large et avoir une meilleure qualité de son sur le vinyle. C'est pour ça aussi qu'il y en a qui font tourner le vinyle 2 fois plus vite pour avoir une meilleure bande passante. Tout ça, c'est des manières d'optimiser le vinyle. Mais à la base, voilà, il n'y avait pas vraiment de mastering. C'est à partir du CD que ça a commencé à venir à avoir un pré-mastering, et que un peu la Landless War a commencé, quoi, donc la guerre du Landless. Et donc voilà, le mastering, c'est un truc qui est né plus ou moins dans les années 90. Et aujourd'hui, c'est un peu, comme je disais, l'étape, la dernière étape avant qu'on attaque soit les plateformes de streaming, soit l'usine de pressage. Et souvent, c'est aussi l'étape pour laquelle on fait appel à quelqu'un d'extérieur, parce que c'est une étape délicate, et que il faut avoir de l'expérience, il faut idéalement avoir une bonne écoute, et c'est le mélange de l'expérience et de l'écoute qui vont faire que ça va bien fonctionner. Et donc généralement pour ça, on fait appel à un ingé son. Maintenant, il y a plein de trucs d'IA avec Ozone et compagnie pour essayer de faire des masterings automatiques. Moi, personnellement, j'y crois pas. Je pense que c'est tellement subtil et ça joue tellement à un cheveu qu'en fait, je pense pas qu'une IA est capable de faire un mastering, à part sur une track qui est hyper formatée, genre un morceau de rap hyper standard ou un morceau d'électro hyper standard. Si le morceau est hyper standard, oui, peut-être qu'il va réussir à faire un truc. Mais dès qu'on sort un peu des sentiers battus, et pour plein de trucs on sort des sentiers battus, dès qu'un kick est pas hyper formaté, avec une attaque comme ça et avec un EQ comme ça, dès qu'on est un peu hors du formatage, je pense que le mastering et même le mix automatique, c'est juste du fucking bullshit. Tout est tellement hyper subtil dans un mix comme dans un mastering, que avant qu'une AI soit capable de faire ça, c'est autre chose que de faire une photo, générer une photo, hein. Faire un son pour une AI, pour moi, c'est un truc qui est complètement parce qu'il n'y a pas de même s'il y a des références, c'est tellement subtil qu'il faut un tel bagage culturel que c'est impossible pour l'instant à apprendre à une AI. Et c'est autre chose que copier une photo. C'est de la rigolade, copier une photo. Même faire un film, tout ce qui est visuel, c'est de la rigolade comparé au son. Et donc voilà, donc je pense que à ce niveau-là, on n'y est pas. Donc, pour l'instant, il y a encore des gens qui font appel à des gens qui font du mastering avec leurs oreilles. Et heureusement, et je sais qu'il y a blindé de tutos qui comparent les masterings faits avec une AI et faits avec un mec qu'ils ont payé 100 €, et puis un mec qui ils ont payé 400 €. Ouais, je sais, ok, parfois ça peut le faire parfois, mais le truc c'est que ça va pas le faire tout le temps, et surtout ça va pas le faire avec des morceaux qui sont pas formatés, qui sont pas ultra dans une niche, parce que l'ordi il va comparer par rapport à une niche électro tel truc, mais dès que ça sort un peu du bazar, c'est fini. Et donc pour en revenir au mastering, c'est souvent le dernier moment où on a une paire d'oreilles extérieures, neutre, parce qu'elle a pas passé 6 mois à enregistrer la track ou 6 mois à la mixer, et
c'est cet avis-là qui est hyper important en fait. Au-delà, et c'est ce que dit Peter aussi, au-delà du... Il y a même parfois, il dit qu'il y a même parfois des gens qui font du mastering eux-mêmes, mais ils envoient quand même la track pour avoir un avis extérieur en fait. C'est pour dire que c'est pas rien, quoi. Ils veulent même pas qu'il fasse le mastering, ils veulent juste avoir son feedback. Donc voilà, je pense que voilà, c'est pas un truc à négliger et je pense que c'est bien de travailler avec des ingé sons dans les phases de mix et de mastering parce que ça permet d'apprendre énormément sur ses erreurs et même si on est à la phase, même si on a mixé soi-même, envoyer une track au mastering, c'est toujours intéressant parce que peut-être que le gars va vous dire non mais en fait ton morceau il y a trop de basses ou envoie-moi la basse à part, je vais régler le problème ou ceci cela et il va pouvoir régler des problèmes et anticiper et vous dire valider si le mix il est ok par rapport à un certain standard, s'il est ok pour être gravé, pressé, s'il est ok d'être sur Spotify et est-ce que parce qu'il faut pas oublier que sur Spotify tous les morceaux sont comparés en fait avec les meilleurs puisque potentiellement sur une playlist on peut mettre des morceaux des années 60, 70, des morceaux des années 2000, les niveaux sont pas du tout les mêmes, mais on peut aussi mettre des morceaux contemporains des années 2020, mais qui sonnent à des niveaux différents. Et c'est bien pour ça qu'il y a ce moins 14 dB LUFS, c'est pour essayer que sur les playlists, il n'y ait pas des sauts de niveau à chaque morceau. Donc, il faut pas oublier que son mix, à un moment, il va être comparé avec plein d'autres mix. Et donc, à un moment, on est obligé d'être dans un certain standard parce que, ou alors on l'assume totalement, on dit ok, mon mix il va être moins fort, mais je m'en fous. Ça peut être une façon de voir, mais si on s'en fout pas, il faut le savoir et il faut l'anticiper au maximum pour ne pas avoir la mauvaise surprise qu'on va vraiment beaucoup moins fort au moment où on écoute le morceau sur les plateformes de streaming. Donc c'est pour ça que un gars comme Peter de chez Ecus ou un gars comme Alan Ward chez Electric City, c'est pour ça que ces mecs sont hyper importants, au-delà du matos qu'ils ont, au-delà de tout ce qu'ils ont de plus important dans leur studio, c'est déjà l'écoute qu'ils ont et la pièce qu'ils ont qui est phénoménale, et au-delà de ça, ils ont leur expérience dans cette pièce. Ces mecs, par semaine, ils masterisent, je sais pas, 100 tracks. Donc autant ils entendent directement si le mix qu'ils vont recevoir est à niveau ou pas par rapport à ce qu'ils ont l'habitude d'entendre en fait. Peu importe le style en fait, ils écoutent au moins 100 ou 200 mix par semaine. Donc ils savent instantanément si le mix qu'ils reçoivent est ok à un niveau ou pas et qu'est-ce qui cloche en fait. Donc rien que pour ça, je pense que ça vaut les 50 balles que ça va coûter de faire un mastering chez Peter ou les 100 balles que ça va coûter de le faire ailleurs. Mais rien que pour ça peut sauver des heures et ça peut même remettre en question un mix, mais au moins on saura après dans quel sens il faut modifier le mix, qu'il faut essayer d'arranger et ça donnera d'office un meilleur master. Donc même si on n'a pas l'argent pour investir dans un mix, ça vaut quand même la peine de l'investir dans le mastering et d'avoir un feedback avant de lancer son morceau sur Spotify. Dernière chose, par rapport au fameux moins 14 dB l'UFS, j'en ai discuté aussi avec Peter hier, j'en ai discuté dans l'interview avec Alan Ward, ils disent tous la même chose, en gros, fucking bullshit. Ils disent pourquoi fucking bullshit, parce qu'en fait déjà il y a un premier truc, c'est que sur les téléphones il y a ce moins 14 dB l'UFS, mais sur la version desktop de Spotify elle y est pas. Donc pour toutes ces raisons-là, et pour le fait aussi qu'entre les plateformes de streaming, c'est pas toujours les mêmes niveaux, c'est pas moins 14 dB l'UFS, parce que par exemple iTunes je crois que c'est moins 16. YouTube était à moins 13 à une époque, maintenant je pense qu'ils sont alignés à moins 14. Donc pour toutes ces raisons-là, et pour plein de plateformes comme SoundCloud qui ne fonctionnent pas de la même manière au niveau du niveau de moins 14 dB LFS, c'est mieux de faire un master qui est un master point. Alors il sera peut-être à moins 9, moins 8, moins 7, moins 6, moins 5, ça dépend jusqu'où ça peut aller et ça peut fonctionner. Mais en attendant, c'est une connerie de faire un master à moins 14 dB l'UFS parce que tout ce qui va se passer, c'est qu'il va sonner moins fort. Il risque dans la majorité des cas de sonner moins fort. En plus,
étant donné que pour la plupart des gens, on passe par un distributeur qui va distribuer la track, le même fichier sur plein de plateformes, genre Amazon, par exemple, la track va être downloadée, donc si elle a moins 14 dB l'UFS, alors que normalement elle devrait être à moins 9 ou moins 8 pour un format CD, bah elle va être beaucoup moins fort en fait. Donc, et ce sera la même track que celle qui sera sur Spotify, qui elle est censée être à moins 14 dB l'UFS. Donc à un moment, en fait, ce truc de moins 14 dB l'UFS, on s'en fout, surtout qu'en fait, tout ce que fait Spotify, c'est de diminuer le niveau. Il n'y a pas de traitement. Là où ça peut poser un problème, c'est au niveau du dB, du nombre de dB true peak, donc moins 1, moins 2 dB true peak. Là, ça peut éventuellement poser un problème parce que ça peut, si on est trop fort, engendrer de la distorsion à cause de la conversion. Mais même maintenant, ce que Peter me disait hier, c'est que Spotify a entre guillemets réglé le problème parce qu'ils ont eu plein de soucis. Et aujourd'hui, ils indiquent dans leurs guidelines moins 2 dB l'UFS, comme moins 2 dB true peak, on a un niveau de moins 12 dB l'UFS et moins 1 dB true peak à moins 14 dB l'UFS. Mais ce que dit Alan et ce que dit Peter par rapport à ça, c'est que en fait, ils font juste ça pour se protéger parce qu'en fait, vu ils sortent 10 000 ou 20 000 tracks par jour, ils ont pas envie de commencer à avoir des emmerdes avec ce genre de trucs et d'avoir des plaintes. Donc, ils ont mis un niveau conservateur pour être sûr que dans la majorité des cas, ça fonctionne. Ça veut pas dire que c'est une Bible, en fait. Et donc, dans la majorité des cas, c'est même pas une Bible. Donc, le mieux, c'est de mettre un clipper pour écouter et de voir, d'écouter auditivement jusqu'où on peut aller dans son niveau de true peak avant que ça commence à devenir problématique, ou d'utiliser Streamliner de chez Adapter pour écouter effectivement jusqu'où on peut aller avec la track avant que ça distorsionne sur Spotify. Mais pour les histoires de niveau, c'est un non-sens de masteriser à moins 14 dB l'UFS. Dans la plupart des cas, vous serez toujours moins fort et voilà. Donc arrêtez ça, faites moins 8, moins 9, ou même, on va dire, entre moins 10 et moins 7. Je sais qu'il y a des tracks qui vont beaucoup plus fort que ça, mais ça dépend vraiment de la track et à un moment il faut voir quel bénéfice on a à aller si fort. Donc voilà, en tout cas attention à ça et donc voilà, ne masterisez pas votre track à moins 14 dB l'UFS, c'est dans la plupart des cas vous serez perdant. Voilà, bon. Ben voilà, c'était le live sur le mix. J'espère que je vous ai fait un peu une étendue globale. L'idée c'était pas d'être dans des trucs aussi techniques qu'avant ou même dans des tips de mix, mais plutôt d'avoir une vue globale de qu'est-ce qui est important et de quels sont les choix importants et pertinents à faire si on a peu de moyens et qu'est-ce qui est important dans un mix. Je vais regarder s'il y a des questions. Et voilà. Alors, je vois qu'il n'y a pas de questions. Donc, je vois qu'il y a eu pas mal de gens qui ont été là. Donc, merci à tous. Et je vous dis au mois prochain, mais avant ça, je vous dis à maximum dans 15 jours pour la vidéo d'Alan Ward. Je ferai des reels et pas mal de promos là-dessus. Donc on s'est en jeu avec cette vidéo-là. Après ça, il y aura la vidéo de Piotr Paluch, ma version, mon interview de Piotr Paluch, qui suivra, et plein d'autres vidéos encore à suivre. Et je ferai, à mon avis, un live début août, donc comme d'habitude samedi 11h, je vous tiens au courant pour tout ça et je vous dis au mois prochain, à plus, ciao ciao.